Alors, bonjour tout le monde. Donc, on est prêt à commencer. Donc, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur les troubles du sommeil dans le contexte de la COVID-19. Donc, je m'appelle Véronique Grenier, je suis conseillère en santé organisationnelle chez SSQ Assurance. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée, donc Madame Régine Denel, qui est psychothérapeute et responsable de la clinique d'insomnie au CIMS, qui est le Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Alors, Madame Denel détient un diplôme de maîtrise en sciences biomédicales de l'Université de Montréal. Elle est aussi détentrice d'un permis de psychothérapeute de l'Ordre des psychologues du Québec. En 2000, elle a fondé la clinique d'insomnie au Centre d'études avancées en médecine du sommeil de l'hôpital du Sacré-Cœur. Donc, depuis maintenant 3 ans, Madame Denel s'intéresse à la télépsychologie et occupe le poste de directrice clinique à la clinique de sommeil Aléo, qui prodigue des TCCI par vidéoconférence, permettant de joindre des patients répartis à travers tout le Canada. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera d'une durée de 30 minutes, suivi d'une période de 10 minutes de questions à la fin. Je vous invite à utiliser le mode clavardage que vous allez retrouver au bas de votre écran pour poser vos questions, et puis on pourra y revenir à la fin de la présentation. Donc, pour vos questions, vous pouvez les adresser directement à mon attention, donc à l'attention de Véronique Grenier. Vous allez me retrouver dans la section des co-animateurs en haut de la liste à l'aide de la bulle chat. Je vous rappelle qu'on va recevoir vos questions en mode confidentiel, donc ça veut dire que tous les participants ne verront pas vos questions à l'écran. Et vous pourrez transférer ce lien de ce webinaire à vos collègues puisqu'il sera déposé sur le site ssq.ca/rendez-vous virtuel dans les 24 prochaines heures. Donc, sur ce, Madame Denel, je vous cède la parole. Merci, Véronique. Vous m'entendez bien? Ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Excellent. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir de vous parler aujourd'hui du sommeil, de ce que c'est en général et de ce que représente l'impact d'un mauvais sommeil. Et dans ces temps troublés avec la pandémie, c'est quelque chose qui doit arriver à pas mal de gens. Donc, on va essayer de trouver, de vous exposer des conseils à la fois pour le protéger et pour retrouver, le remettre sur les rails en cas de difficultés particulières. Alors, le sommeil, c'est un tiers de notre vie. Alors, on n'y pense pas tout souvent en ces termes-là, mais si notre moyenne de vie est d'à peu près 80 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes maintenant, ça veut dire que grosso modo, on va passer 27 ans de notre vie à dormir. Alors, vu comme ça, on doit bien penser que c'est utile et que c'est pas pour rien qu'on va dormir plus de ce quart de siècle de notre vie à dormir. Alors, le sommeil, c'est le pilier central, je dirais, du bien-être. Alors maintenant, on dit l'exercice, bien sûr, une saine alimentation aussi, et le sommeil. Mais pourquoi est-ce que le sommeil est encore plus important que c'est le pilier central? Parce que si vous êtes épuisé, fatigué, vous n'aurez pas ni l'énergie ni la motivation pour aller faire de l'exercice. Et vous allez voir un peu plus tard un manque de sommeil a un impact direct sur le fonctionnement de beaucoup d'hormones de notre digestion, de notre appétit, la régulation de l'appétit, donc ce qui peut nous porter à ne pas avoir une alimentation saine. Donc, c'est vraiment de première importance. Alors, pourquoi on dort? Alors, pendant qu'on est privé de tout contact extérieur, qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe, pendant ce temps-là, le sommeil, c'est un processus très actif. Pendant notre sommeil, le sommeil va avoir comme rôle de nous aider à récupérer notre énergie, tant sur le plan physiologique que mental. La croissance, la fameuse hormone de croissance, c'est utile et ce n'est sécrété qu'en sommeil, pas du tout pendant la journée. Utile pour les enfants qui grandissent, mais c'est aussi l'hormone de croissance qui est la responsable de notre réparation cellulaire, que nos ongles continuent de pousser, nos cheveux continuent de pousser et que nos cellules sont réparées chaque nuit. La maturation cérébrale, notre plasticité cérébrale, notre capacité de faire des nouveaux liens, d'apprendre jusqu'à un âge très avancé, mais beaucoup renforcée avec un bon sommeil. Nos capacités cognitives, tout le monde sait quand on dort pas bien qu'on est moins concentré, notre mémoire est un peu affectée. Donc, c'est aussi important pour développer et préserver nos capacités cognitives, particulièrement aussi de consolider nos apprentissages, ce qui va se faire pendant le sommeil de rêve, organiser nos souvenirs.
Il se passe en sommeil 150 sécrétions hormonales différentes. Alors, on ne passera pas à travers aujourd'hui, c'est sûr, mais on en parlera de quelques-unes importantes, ainsi que la stimulation de notre système immunitaire. Alors, c'est super important maintenant d'avoir un système immunitaire bien en forme pour justement lutter contre de possibles contaminations de virus. Je ne dis pas que ça suffit à protéger, mais renforcer son système immunitaire par un bon sommeil, c'est quand même un atout. Alors, c'est à la fois un système très complexe et un peu fragile, dans le sens que beaucoup de facteurs à la fois physiques et psychologiques peuvent venir le troubler. Et c'est rendu un problème de santé publique. C'est pour ça qu'heureusement qu'on en parle de plus en plus de son rôle, puisqu'il y a 48 des adultes canadiens qui en sont affectés, qui ne dorment pas assez, qui ont des difficultés de sommeil. Alors, c'est presque la moitié de la population, c'est énorme. Pour vous parler des troubles du sommeil, c'était un peu l'ambition au départ qu'on m'avait demandé. On va se cantonner aujourd'hui à l'insomnie, qui est le trouble le plus répandu, je dirais. Mais comme vous voyez, il y a des catégories, et puis chaque sous-catégorie mériterait qu'on fasse une conférence au moins d'une demi-heure sur chaque sujet. Alors, on va se contenter de l'insomnie. Tout le monde est susceptible d'avoir de mauvaises nuits de sommeil de temps à autre, puis de manière occasionnelle ou aiguë, souvent réactionnelle à la suite d'une mauvaise nouvelle ou quelque chose au contraire de très stimulant. Ben, de manière occasionnelle, au moins 40 de la population va faire de temps en temps de l'insomnie. Mais il y a une grande marge. Le problème de l'insomnie, c'est quand dans sa chronisation que ça vient. Quand ça devient chronique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, l'insomnie, dans sa définition, peut prendre plusieurs formes. On va parler d'insomnie initiale, quand on a seulement des difficultés à s'endormir, à trouver le sommeil. Une fois que le sommeil est installé, le reste de la nuit se passe bien. Il y a des insomnies de maintien qui touchent plus, je dirais, les gens d'âge moyen à plus âgés, qui peut-être vont s'endormir facilement, mais au bout de 2-3 heures de sommeil, vont s'éveiller et là, vont éprouver beaucoup de difficultés à se rendormir ou vont avoir des éveils fréquents au cours de la nuit. On va l'appeler insomnie de maintien. Et enfin, l'insomnie terminale qui va toucher les gens qui ont des éveils très précoces le matin. Quelqu'un qui tous les jours, vers 5 heures du matin, même après avoir dormi, va s'éveiller, sent qu'ils sont encore fatigués, ils voudraient bien dormir, mais il y a impossibilité, malgré des conditions favorables, de retrouver le sommeil. Alors, on va parler d'insomnie terminale dans ce cas-là. Et très souvent, on a des formes mixtes, un petit peu de l'un et de l'autre, ou les trois à la fois. C'est d'abord un diagnostic subjectif, l'insomnie. Les gens vont se plaindre que leur sommeil n'est pas réparateur, qu'il n'est pas reposant, il est trop léger. Alors, ils ne sont pas satisfaits, c'est une question de satisfaction de leur sommeil et il faut absolument qu'il y ait des répercussions sur le fonctionnement diurne pendant la journée. Et c'est souvent en termes de détresse psychologique, de fatigue accrue, de somnolence, des difficultés de concentration, l'humeur qui change, souvent en termes d'impatience, d'irritabilité. Il peut y avoir aussi des troubles somatiques, se réveiller avec l'impression de ne pas avoir bien digéré ou mal à la tête. Sur les études qui ont été faites sur la qualité de vie, les items de SF36 par exemple, on voit que tous les paramètres jugés qualité de vie sont diminués chez les gens qui font de l'insomnie, ainsi que le retrait social. Alors, le retrait social, quelqu'un qui fait toute sa journée de peine et de misère, va pas avoir le goût le soir de changer beaucoup, de socialiser, de voir des gens, d'aller au cinéma. Pour l'instant, on ne peut pas. Mais c'est super important, justement, en ces temps où on a beaucoup été isolés, obligatoirement, vu la pandémie. C'est important de garder ce contact social. Bien sûr, on le fait beaucoup via Zoom et c'est super important de garder des contacts sociaux pour notre bien-être. Pour qu'on parle d'insomnie chronique, on va dire que les symptômes sont présents au moins 3 fois par semaine et durent depuis 3 mois. L'insomnie, ça ne vient pas tout seul, c'est aussi un facteur de risque important de développer plusieurs troubles psychiatriques. Celui le plus spectaculaire, c'est le lien avec la dépression, mais également avec l'anxiété, des gens qui vont commencer à consommer de l'alcool ou du cannabis pour essayer de s'endormir, ou toutes sortes de médications. L'insomnie et la dépression, c'est un peu une relation, je dirais, bidirectionnelle parce que l'insomnie est nécessaire, est un des critères diagnostiques de la dépression, mais souvent elle débute plusieurs mois avant qu'on pose un diagnostic de dépression majeure, par exemple. Et on sait que si elle n'est pas traitée, cet aspect-là n'est pas traité, on va avoir une diminution de la réponse au traitement médicamenteux de la dépression. Il est noté un risque accru de passage à l'acte et de suicide. Et plus important encore, c'est qu'une fois que la rémission clinique de la dépression est gagnée,
Si les symptômes d'insomnie persistent, vous avez 2 fois plus de risques de récidive. Et pour votre information, 73% des gens qui ont eu une dépression soignée par un antidépresseur très classique comme le citalopram, mais il y en a 73% qui présentent encore des difficultés de sommeil, c'est-à-dire presque les 3/4. Oups, je suis un petit peu. Alors, l'insomnie, ça a aussi un impact important sur notre santé physique. Beaucoup d'études épidémiologiques maintenant ont rapporté que si on dormait moins de 6 heures par nuit, c'est associé à un risque beaucoup plus grand de présenter de l'hypertension artérielle et des risques de faire des infarctus du myocarde ainsi que des AVC d'ailleurs. Et il y a aussi une association insomnie-obésité et qui n'est pas parce que je dors pas, je vais aller manger plus, parce qu'on a vraiment prouvé qu'avec une privation même relativement partielle de sommeil, les hormones, 2 hormones entre autres qui sont sécrétées la nuit, la leptine, qui est notre hormone de satiété, qui nous indique qu'on a assez mangé, on est rassasié, on n'a plus faim, ben, cette hormone-là va ne pas fonctionner normalement, elle va être diminuée, alors qu'au contraire, sa contrepartie, la gréline, est l'hormone de l'appétit qui va nous signaler on a besoin, on a faim, on a besoin de manger plus souvent. Et le métabolisme des lipides, des graisses, est aussi ralenti si on ne dort pas bien. En dehors des aspects psychologiques et physiques, le fardeau économique de l'insomnie est vraiment incroyablement élevé. Au Canada, c'était estimé en 2009 à 6,6 milliards. Aux États-Unis, je crois que c'est 13,8 quelque chose, pour ne pas dire 19. Alors, c'est sûr que les coûts indirects de l'insomnie, c'est-à-dire les périodes d'absence plus prolongées et des gens moins efficaces, l'absentéisme et le présentéisme, ben, finalement, ça coûte 10 fois plus que des coûts directs d'investir dans un traitement pour l'insomnie. Quand on ne dort pas bien, c'est une diapo assez punchée, comme on peut dire. Alors, c'est une privation de sommeil va affecter nos capacités cognitives jusqu'à moitié de notre capacité de rendement. Et vous avez 25 jours de présentéisme par année, c'est-à-dire ne pas être efficace au travail, même si on s'est rendu au travail, bien, il va y avoir 25 jours par an où les gens ne vont pas être à leur maximum de productivité, de fonctionnement. On a vu aussi en absentéisme, je n'ai pas une diapo là-dessus, mais on estime que les insomniaques ont en moyenne 16,5 jours d'absence par année versus 1,6 pour les bons dormeurs. Le risque d'accident est énorme attribuable à l'insomnie. Alors, presque la moitié, le quart des coûts des accidents et des erreurs au travail sont attribuables à de la somnolence au volant, qui est le résultat direct de ne pas bien dormir. Alors, vous avez 2 fois, 5 fois plus de risques chez les personnes qui souffrent d'insomnie chronique d'avoir des accidents de véhicule ou même tout type d'accident au travail. Alors, ça aussi, ça a un impact financier énorme. D'ailleurs, on a chiffré dans des recherches que la perte annuelle de productivité par employé, productivité, est d'à peu près 5 000 par an et que ces gens-là vont consommer 75 plus que les coûts de soins médicaux normaux que la moyenne des gens vont dépenser. Alors maintenant que je vous exposer les ravages de mal dormir, je vais vous parler de comment on fait pour le conserver, ce sommeil-là, ou retrouver un sommeil sain. J'ai inscrit 10 principales recommandations. J'ai failli l'appeler les 10 commandements pour que ça soit encore plus marquant. Et je vais vous dire aussi que ces 10-là sont d'autant plus efficaces s'ils sont mis ensemble. C'est comme une synergie. Je peux en prendre 1, 2, 3, puis laisser les autres. Ça sera moins efficace que de mettre d'un bon coup tout ça en place. Et dans ma prochaine diapo, vous allez voir pourquoi ces 5 points initiaux sont importants parce qu'ils sont basés sur nos connaissances de la physiologie du sommeil. Vous savez, notre physiologie du sommeil, elle est pareille que vous soyez né à Tombouctou, en Chine, en Alaska ou à Montréal. C'est pareil pour tous les êtres humains sur cette planète. Alors, quand on connaît le mécanisme de base du fonctionnement, on peut avoir des interventions qui vont modifier les choses et le remettre en place. Alors, en ce moment, avec des gens qui n'ont moins d'obligations peut-être d'aller au travail, qui font leur travail différemment, ou au contraire, les gens qui sont en première ligne et qui font des heures de travail souvent doubles, sinon triples, la première chose, c'est de vraiment prioriser le sommeil. C'est toujours la première chose sur laquelle on va grignoter. Hein. Notre vie est souvent trépidante, on a un travail à finir, on a une émission à regarder,
on a des choses plus le fun à faire. Et donc, le sommeil, on grignote dessus sans penser que ça a des conséquences sur notre fonctionnement à la fois physique et psychologique. Donc, donner une priorité au sommeil, on va voir tout à l'heure combien c'est important le temps qu'on accorde au sommeil. Garder un horaire de coucher et de lever constant, même la fin de semaine. C'est très efficace, c'est demandant, c'est exigeant. Souvent, les gens ont une routine où ils vont garder un horaire de coucher et de lever constant pendant la semaine, puis se permettre de faire des écarts la fin de semaine. Puis c'est correct, on dit, c'est un gros impact jusqu'à 1 heure de différence. Okay? Au-delà de ça, vous demandez à votre organisme de s'habituer comme s'il faisait du jet lag. Okay? Alors, on n'y pense pas, mais c'est ce que ça fait sur notre horloge biologique. Quand on se lève, c'est important de s'exposer rapidement à la lumière vive, surtout naturelle, sinon artificielle. Donc, d'aller dehors, de petit déjeuner accroché dans une fenêtre où il y a beaucoup de lumière, ça nous aide à démarrer la journée. Ça envoie un signal fort à notre horloge biologique que là, c'est le temps de s'activer, c'est le temps d'être vigilant. Par ailleurs, le contraire est vrai. 1 heure avant le coucher, on devrait baisser l'éclairage pour permettre la sécrétion de mélatonine dont on va parler tout à l'heure, qu'elle fasse son travail. Et bien sûr, particulièrement, les écrans, les téléphones intelligents, nos tablettes, nos ordinateurs devraient idéalement être fermés 2 heures et le minimum, c'est 1 heure avant le coucher parce que à la fois le contenu stimulant et la lumière bleue, malgré les filtres qui ne sont pas encore d'une efficacité reconnue suffisante, vous allez avoir un effet éveillant qui s'envoie directement dans la rétine et qui va retarder le sommeil. Bien sûr, on a parlé tantôt de saine alimentation, donc c'est important de garder une saine alimentation, mais des heures de repas régulières. C'est difficile en période de pandémie, vous n'avez plus d'obligation. Quand vous êtes au travail, on sait, ah, c'est mon heure de lunch ou à l'heure de pause ou 45 minutes, 1 heure. Donc, c'est régulier. Les enfants rentrent de l'école, on prépare à souper, on est synchronisé par toutes sortes d'éléments externes. Et pendant la pandémie, on peut faire un peu n'importe quoi, grignoter quand on veut, on n'a plus de repères. Or, si on veut garder un sommeil sain, ça fait partie aussi d'avoir des heures de repas régulières pour resynchroniser chaque jour notre horloge biologique. Alors, j'y arrive là. On devrait les durées de sommeil tout au long de la vie. Ben, pour un jeune adulte, c'est correct, entre 6 et 10. La moyenne étant entre 7 et 9. De nos jours, c'est plutôt la moyenne, je crois que c'est le quart des Canadiens qui n'ont même pas 7 heures par nuit. Et ça devrait être à peu près le minimum qu'on se réserve. En vieillissant, on peut souvent perdre presque 1 heure, sans grande, je dis c'est un peu considéré normal. Mais il y a des petits dormeurs, des grands dormeurs. OK? Alors, les besoins de sommeil varient beaucoup d'une personne à l'autre et il faut respecter chacun ses besoins de sommeil et les trouver. OK? Là, je vais voir une diapo qui est pas mal occupée et que je vais vous guider à travers mes petites flèches. J'espère qu'on les voit bien. Parce que c'est les deux processus les plus importants qui contrôlent le sommeil, le cycle éveil-sommeil chez tous les êtres humains. Alors, c'est pas très compliqué. Une fois qu'on l'a compris, on comprend pourquoi mes 5 premières recommandations jouent directement sur cette physiologie-là. En fait, on a 2 systèmes qui contrôlent notre sommeil. Un qui s'appelle circadien, c'est notre horloge biologique. Et voici comment ça se passe. Votre œil voit un signal lumineux. Il fait jour, il fait nuit, il fait à moitié jour. Ça nous donne un indice. Ces informations-là vont voyager le long du nerf optique et vont aller dans notre cerveau, au milieu de notre cerveau, dans l'hypothalamus, stimuler des petits noyaux qui s'appellent les noyaux suprachiasmatiques. Ce qui est important de savoir, c'est là notre horloge biologique. C'est le chef d'orchestre. À partir de là, il va projeter un peu partout dans notre corps. On a comme des horloges secondaires. On en a dans notre foie, on en a dans l'estomac, on en a dans notre intestin, on en a dans notre cerveau aussi. La pinéale qui fait la mélatonine se trouve à peu près là. Donc, lui, c'est le chef d'orchestre. Il contrôle, entre autres, parmi tous les messages qu'il envoie, il contrôle, entre autres, 2 éléments importants dans le sommeil, c'est-à-dire la température, notre température corporelle, et la sécrétion de mélatonine. Et ça se passe comme ça. En rouge, vous avez la température, la courbe de température du corps, et en bleu, celle de la mélatonine. Ce qui se passe, c'est que dès le matin, quand on s'éveille, on va avoir une ascension progressive, une augmentation de notre température. En début d'après-midi, ça va trop vite, en début d'après-midi, j'essaie de rester, il ne veut pas, on va revenir, désolé.
Alors, en début d'après-midi, vous allez avoir une petite chute, ce qu'on appelle souvent le post-lunch dip. Alors, on a une propension à s'endormir et vivre les pays où on fait la sieste, c'est ma foi fort physiologique. Donc, notre température après va continuer à monter pour atteindre son maximum en soirée et va commencer à chuter à la faveur du début de la sécrétion de la mélatonine qui, elle, en bleu, est silencieuse pendant la journée. Puis elle va commencer à sécréter en début de nuit, un peu plus tôt, un peu plus tard, selon qu'on est quelqu'un du soir ou du matin. Puis elle va augmenter pour redescendre au cours de la nuit. Et si vous remarquez, elle est à son maximum pendant que la température est son minimum. Alors, il y a toujours cette interaction ensemble. Donc, en ayant des horaires réguliers, hyper réguliers, vous donnez une régularité, un rythme à cette horloge-là, en lui donnant toujours le même message. Donc, la sécrétion de mélatonine s'ajuste toujours à peu près à la même heure et la température aussi à un rythme plus régulier. L'autre système travaille tous les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle le processus homéostasique. Lui, ce qu'il dit, c'est que le besoin de sommeil, la pression pour dormir, va augmenter avec le nombre d'heures qu'on passe éveillé et va diminuer avec le nombre d'heures que l'on va dormir. Un peu, si vous voulez, comme un ballon, que le matin, dès qu'on s'éveille, tous les êtres humains, on va sécréter des substances qu'on appelle hypnogènes qui progressivement vont s'accumuler dans l'organisme. C'est un peu comme si je gonflais un gros ballon. Alors, ce que je veux, c'est justement monter cette pression pour le sommeil et plus je vais la monter, d'où l'intérêt de se coucher plus tard que nos habitudes, d'au moins 1 heure quand on a des problèmes de sommeil, on va avoir une pression de sommeil augmentée et quand on s'endort, elle diminue. Alors, vous avez ici un exemple de quelqu'un qui se lèverait à 7 heures du matin, il monte son élastique, si vous voulez, ou sa pression homéostasique ou son ballon, il le gonfle. Quand il se couche à 23 heures, en dormant, il efface progressivement sa dette de sommeil. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui nous resynchronise également, les synchronisateurs externes, les heures de repas, les heures de travail, les heures d'exercice, plus on peut les faire de manière régulière, plus on va avoir une horloge qui va être forte. Et plus on passe de temps éveillé, plus on va avoir de pression pour s'endormir vite et avoir un sommeil consolidé. Okay? Mes autres recommandations. Commencez, si ce n'est le cas, ou continuez à faire de l'exercice régulièrement. Alors, c'est pareil, si vous le faites à des heures régulières, c'est mieux, mais en faire, même si ce n'est pas à des heures régulières, c'est bien aussi. Si vous en faites le matin, ça va vous aider à démarrer la journée, même si vous n'avez pas bien dormi. Okay? Le soir, je dirais que s'il y a un petit coup de pouce positif pour utiliser l'exercice, c'est en fin d'après-midi, début de soirée. Parce que vous allez sécréter des endorphines si votre exercice est bien intense. Et ces endorphines-là vont vous aider à avoir du sommeil lent profond. Une précaution importante, évitez tout exercice 3 heures avant l'heure du coucher parce que vous allez avoir une activation autonomique qui n'est pas compatible avec un endormissement. Instaurer une routine pour favoriser la détente qui mène au sommeil. C'est ce qu'on fait instinctivement avec nos enfants. On ne les prend pas en train de se chamailler ou courir partout dans la maison pour les prendre, puis on les met au lit, puis on dit ferme tes petits yeux plus tard. On va en général passer par un bain, on va les mettre au lit, on va leur raconter une histoire, on va avoir un rituel qui les amène doucement, tranquillement au sommeil. Et les adultes, c'est pareil, on ne peut pas penser qu'on va être surexcité, surstimulé par notre travail ou autre, puis on se couche, on ferme les yeux et comme un interrupteur, c'est off. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il faut tranquillement se désengager de nos activités et donc instaurer une routine assez régulière. Ça prépare, ça fait une association entre quand je fais, je sais pas, moi, je prends mon bain, par exemple, ou je lis un livre, ou j'écoute une émission qui me détend, ça va m'amener à mieux me préparer à dormir. Le numéro 8, celle que personne n'aime et qui est crucial dans le fonctionnement de notre horloge biologique. Si je ne dors pas, et on estime que s'endormir ou se rendormir la nuit, ça devrait prendre 15 à 20 minutes. Si ce n'est pas le cas, on devrait sortir de notre chambre à coucher, aller à l'extérieur, rester dans une lumière tamisée pour ne pas justement affecter la mélatonine et rester peut-être jusqu'à ce qu'on ait des signes de somnolence ou une trentaine de minutes, puis se recoucher. Souvent, ça suffit pour se rendormir et ça ne fait qu'une association positive entre le lit et dodo. Au lieu que ce soit le lit et je me préoccupe et la petite gerboise fait tout son cirque et je pense à toutes sortes de choses, ce n'est pas approprié dans le lit, donc on devrait plutôt sortir du lit. Parler de la sieste.
Oui, mais avec parcimonie, dans le sens qu'une sieste ne devrait pas excéder 30 minutes et devrait être impérativement prise entre midi et 15 heures pour ne pas jouer justement sur notre rythme de l'horloge biologique et avoir un impact négatif sur notre capacité de nous endormir. Mais en ces périodes souvent de dette de sommeil, soit parce qu'on fait plus de travail et qu'on est plus épuisé, ben, ma foi, une courte sieste, ça peut être très rafraîchissant, très récupérateur, on fonctionne mieux après. Prendre conscience de son stress pour mieux le gérer, ben, c'est sûr que le stress, c'est une réaction normale de l'organisme qui signale, notre cerveau ressent qu'il y a un danger, qu'il y a une menace physique ou psychologique pour notre bien-être. Et en ce moment, il n'y a pas grand monde qui échappe à ce genre de stress. Alors, s'en rendre compte et s'en protéger, ben voilà, on peut apprendre à faire de la méditation, toutes sortes de techniques de relaxation. Éviter peut-être d'être surexposé à l'information. Si vous écoutez les informations en boucle, c'est probablement générateur de stress. Peut-être que vous vous dire après l'heure du midi, j'écoute pas les nouvelles, j'écouterai de nouveau demain matin, plutôt que de penser à des choses inquiétantes juste avant de passer au lit. Et s'il y a des préoccupations particulières, on peut réserver du temps pendant la journée pour l'écrire, pour en parler avec des gens qu'on connaît, pour y réfléchir, pour trouver des solutions et s'éloigner de ça au fur et à mesure qu'on pense plutôt à la détente, à quelque chose qui peut nous faire plaisir, trouver des petites choses pour nous faire plaisir chaque jour, même dans les périodes difficiles. Mais si vous observez toutes ces recommandations puis que ça persiste, mon conseil, c'est effectivement de consulter un professionnel pour dépister éventuellement la présence d'autres troubles du sommeil qui sont assez communs aussi, qui sont les apnées obstructives du sommeil et le restless leg syndrome, c'est-à-dire les impatiences dans les jambes. Alors, savoir s'il n'y a pas autre chose qui perturbe votre sommeil que juste une histoire d'insomnie. Pour une insomnie aiguë, transitoire, ben, la pharmacothérapie peut être utile. Si c'est votre médecin qui vous prescrit quelque chose, ne pas utiliser des médicaments over the counter, comme on dit, en libre achat en pharmacie. Et ça devrait être jamais pour plus qu'un mois d'utilisation. Ce n'est pas la solution parce qu'il n'y a pas de molécules sur le marché qui vont faire qu'il n'y aura pas de tolérance pharmacologique. Ça va être moins efficace, il faudra monter les doses, puis on développe une dépendance psychologique. Alors, la solution pour bien dormir, c'est la thérapie cognitivo-comportementale avec des gens spécialisés. C'est une thérapie exigeante qui nécessite de la rigueur et de la motivation, mais le succès est à l'avenant. À peu près 80 à 85 des gens n'ont plus de symptômes d'insomnie ou très peu résiduels en fin de traitement. Les ressources sont pas toujours faciles, hein. Ça se fait en bureau privé, dans des centres spécialisés, là, comme par exemple où je travaille, le CEAMS à Montréal ou le Centre d'études des troubles du sommeil à Québec. En dehors des grands centres, il n'y en a pas. Il y a des programmes de télépsychologie en anglais seulement. Il y a Sleepio, Shut Eye, et puis les solutions de télémédecine avec des soins qui sont prodigués par des psychologues, des psychothérapeutes qui sont agréés par l'ordre des psychologues et qui se fait via vidéoconférence. Et c'est ce que je fais à la clinique du sommeil à Léo et on est très content de nos résultats. Maintenant, il y a beaucoup de publications justement qui nous disent que l'insomnie peut être très bien traitée par des approches digitales. Et c'est aussi ce qu'on a trouvé dans des études pilotes. Je prends quelques minutes pour passer rapidement, j'aurais pu m'arrêter là pour être à cheval sur l'horaire, mais je vais quand même vous parler rapidement de deux autres symptômes de sommeil qui sont importants, qui est l'apnée du sommeil obstructive. Alors, pour avoir un diagnostic, c'est un médecin ou c'est des investigations à domicile sur ordonnance médicale, on va avoir une polysomnographie. Mais comment on va dire, peut-être que je devrais l'explorer? Bien, les symptômes, c'est du ronflement, de la somnolence pendant la journée, se réveiller avec mal à la gorge ou mal à la tête, se rendre compte que notre humeur, on a du mal à ne pas être irritable, à ne pas se sentir déprimé, puis peut-être constater qu'on est moins performant au niveau cognitif. L'impact sur la santé est dévastatrice, bien plus que l'insomnie. C'est sûr que si vous faites de l'apnée du sommeil non traitée, il va y avoir d'hypertension artérielle, à la longue de l'insuffisance cardiaque, des arythmies, un gros risque d'accident cérébrovasculaire et au fonctionnement intellectuel, les fonctions exécutives, nos tâches supérieures du cerveau vont être affectées. Le traitement, tout le monde en a entendu au moins parler, le traitement de choix quand on a de l'apnée sévère à modérée, je dirais, ça va être de dormir avec un CPAP, Continuous Pressure
Non, voyons, je ne veux pas le dire. Alors, on va passer. C'est un petit appareil qui vous envoie de la pression pour ouvrir les voies respiratoires qui sont obstruées. Cette pression-là est calibrée selon les résistances. Perdre du poids, c'est aussi une avenue intéressante parce qu'on peut perdre 15 livres, 20 livres et d'un seul coup ne plus faire d'apnée. Pour les apnées légères, il y a des apnées qui se font chez des spécialistes aussi, des prothèses d'avancement mandibulaire. Si on a la mâchoire plus avancée, on va avoir une ouverture des voies aériennes. Les jambes sans repos, c'est une maladie génétique quand même présente dans 10 à 15 de la population. Il faut consulter un médecin. C'est lui qui va prescrire un médicament. Mais le diagnostic est souvent très simple à faire par soi-même et il est surtout clinique. C'est que vous allez avoir des besoins, des sensations désagréables dans les jambes, en général, c'est dans les membres inférieurs, avec un besoin irrésistible de bouger. Ça va arriver ou s'aggraver en soirée. Okay? Et ça va être soulagé, au moins partiellement, mais souvent complètement, si on se lève et si on marche. Okay? Alors, souvent, les gens vont dire des picotements, des tiraillements, parfois de la douleur. Si vous avez ces 4 symptômes-là, ça veut dire consulter. Et j'ai mis une étoile rouge parce que beaucoup de gens qui sont sous antidépresseurs, tous les antidépresseurs, sauf un, peuvent déclencher ces symptômes-là ou augmenter la sévérité des symptômes si j'ai des gens qui avaient un symptôme très léger qui ne les embêtait pas trop. Donc, je vais presque terminer avec 3 minutes de plus. C'est que comment on prend en charge un programme de sommeil? Bien, ce que vous faites aujourd'hui, c'est un peu ça. Je félicite les compagnies comme SSQ qui décident de faire, de rendre sensibles les gens à l'importance d'un sommeil sain, des modules d'éducation pour donner des trucs, justement, dépister quand on n'est pas sûr. Donc, il y a des questionnaires, des consultations médicales. Donc, c'est aussi important de savoir, est-ce que j'ai vraiment un problème? Il y a consulter pour avoir, et après, le traitement. Si on a un RLS, c'est certain qu'on va avoir un besoin de pharmacothérapie. Si on a insomnie aiguë, éventuellement de la médication également. La gold standard, je dirais, la première ligne maintenant qui est recommandée, c'est la TCCI. Et bien sûr, un CPAP si jamais on a ou autre chose du même genre, si on a un problème d'insomnie. Ben, je vous remercie. Alors, je suis prête à prendre des questions. Alors, merci beaucoup, Madame Denel. C'était fort intéressant. Donc, effectivement, on est prêt à prendre les questions des participants. Donc, il y en a plusieurs. Je vais y aller avec celle-ci. Donc, devrait-on prendre des suppléments, exemple mélatonine, pour faciliter le sommeil? Aussi, quelle est votre opinion sur les somnifères? D'accord. Alors, la mélatonine, non, absolument, pour un problème d'insomnie. La mélatonine, c'est un synchronisateur. Alors, la mélatonine est utile quand il y a des troubles du rythme circadien, comme des gens qui sont en délai de phase, les gens qui ont souvent du jet lag, des gens qui vont être des travailleurs de nuit. Alors, il y a un bienfait de la mélatonine à ce moment-là, puis c'est très important de le prendre à des heures régulières, 2 heures avant l'heure du coucher. Donc, la plupart des gens le prennent un peu n'importe comment comme supplément. Ça n'a pas d'effet secondaire. On peut l'arrêter du jour au lendemain, ce qui est quand même un avantage. Les somnifères, ça n'est jamais la solution parce qu'ils vont, avoir un impact sur le sommeil. Les somnifères vont diminuer le sommeil lent profond, qui est le stade du sommeil le plus récupérateur. Donc, ça va avoir un impact sur la physiologie du sommeil. Ça peut transformer un ronflement qui n'est pas encore de l'apnée en apnée parce que ça a un impact sur le débit aérien, que ça diminue. Et comme je disais tout à l'heure, vous allez avoir une dépendance psychologique. Si je n'ai pas ma petite pilule au quotidien, on dirait que ça ne dort pas. Alors, et vous allez développer avec le temps une tolérance pharmacologique pour toutes les médicaments, pour toutes ces molécules somnifères. C'est une question de temps, ça dépend des cerveaux, ça peut aller aussi rapidement que 3 semaines à 3 mois. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut augmenter les doses parce que la dose initiale n'est plus suffisante ou remplacer la molécule. Donc, c'est vraiment une solution de court terme. Ça ne devrait pas être du long terme. Excellent. Autre question, il y a plusieurs questions qui traitent de l'insomnie terminale. Donc, je vais prendre celle-ci. En fait, quelles seraient les solutions afin de favoriser le réendormissement pour les réveils au petit matin? OK. Alors, les réveils au petit matin, c'est plus difficile à régler que les problèmes d'endormissement au début de la nuit. Si vous vous souvenez de la diapo qui vous a montré qu'au fil des heures, au moment où on dort, on est en train de
dégonfler notre ballon ou dégonfler notre pression homéostasique. Donc, quand on arrive au petit matin, on a dispersé notre pression au sommeil. Donc, c'est pas très favorable au rendormissement, d'autant plus qu'on peut avoir notre température qui recommence à monter. Donc, c'est deux facteurs biologiques qui sont pas très favorables au rendormissement. Lorsque je fais des traitements, ce que j'apprends aux gens, en fait, c'est des techniques de relaxation particulières qui font que même si c'est pas le bon temps idéal pour se rendormir, on est capable de passer par-dessus ça et se rendormir. Alors, c'est sûr que si le petit hamster se met à tourner puis que vous pensez à planifier votre journée, à commencer, bien, c'est aussi une faculté de se dire, je ferme la porte, j'ai besoin d'encore 1 heure de sommeil. Si je fais des exercices de relaxation, j'ai de meilleures chances de me rendormir. Excellent. Puis peut-être qu'on a le temps pour une dernière. Vas-y. Est-ce bon d'allumer la télévision lors d'une période d'insomnie? Non, c'est jamais une bonne idée parce que, et d'un, on ne devrait pas avoir de repère d'heure la nuit. C'est une bonne chose que je recommande aussi. Vous vous couchez, vous regardez l'heure à laquelle vous vous couchez, vous mettez un cadran à sonner X heures plus tard selon ce qui vous convient. Et entre-temps, si vous vous réveillez, si vous vous levez, sortez de la chambre, trouvez une activité ennuyante. Alors, ça pourrait être du coloriage, ça pourrait relire un livre qu'on a trouvé ennuyant en ayant de la lumière, je dirais, par en arrière qui va éclairer mon livre, mais pas dans mes yeux pour pas arrêter la mélatonine. Une activité comme ça. La télévision, si vous l'ouvrez, il y a trop de lumière, et d'un. Deuxièmement, elle va vous donner l'heure. Elle va dire, oh mon Dieu, j'ai plus juste qu'1 heure à dormir, il faut que je me rendorme absolument. Il n'y a rien de tel pour pas se rendormir. Excellent. Donc, je pense on met fin à la période de questions. Donc, Madame Denel, je vous remercie pour la présentation. Je remercie également tout le monde pour la participation. Je vous rappelle que vous pourrez transférer ou entendre de nouveau ce webinaire puisqu'il sera déposé sur notre site ssq.ca/rendez-vous virtuel dans les 24 prochaines heures. Alors, merci à tous et bonne journée. Merci à tous. Merci Véronique. Merci. Au revoir. Au revoir.